que j'ai faite il y a pas mal de temps, que j'ai fait en 2019. Où c'est que j'ai fait à peu près 6 heures de pause. Donc les prises de vue ont été faites avec mon télescope, le 200-800, donc avec une caméra noir et blanc, et en mettant des filtres devant la caméra pour avoir les différentes couleurs et faire recréer la couleur après informatiquement. Donc ce qu'il en sort, c'est une série de photos avec le filtre H-alpha, donc toute cette série-là. Donc c'est que c'est à chaque fois la même photo que l'on voit ici. Donc la photo de base, elle ressemble à ça, donc on voit pas grand chose. Et si on étire un petit peu l'histogramme, on commence déjà à discerner un peu le centre de la nébuleuse. Ici. Donc ça, c'est la série de photos initiales. Donc c'est qu'on voit vraiment pas grand chose. Et le but du jeu, ça va être de les empiler pour pouvoir avoir un rapport bruit-signal le plus intéressant possible et diminuer au maximum le bruit et avoir le maximum de signal possible. Donc pour ça, on utilise un petit logiciel qui s'appelle Deep Sky Stacker, qui est très intéressant. Hop, on ouvre toutes les images que j'ai montrées précédemment. Donc ça, c'est tous les fichiers H-alpha. Après, on va aller chercher ce qu'on appelle les fichiers dark. Donc les fichiers dark, c'est des fichiers qu'on fait avec le même temps de pause que la photo en elle-même, dans les mêmes conditions de température, et avec les mêmes paramètres au niveau ISO ou sensibilité du capteur. Donc là, comme j'ai fait des photos de 10 minutes, c'est des photos que j'ai fait de 10 minutes avec le cache sur l'appareil. En température, je ne sais plus à combien j'étais en été, donc du coup je devais être à moins 10 degrés. Le gain 139, ça correspond à la sensibilité du capteur. Donc en fait, c'est plus le gain va être grand, plus on va laisser passer d'informations, moins on va la filtrer. Donc plus on va être sensible au bruit, mais plus aussi on va être sensible au signal. Donc si on a un astre qui est très très peu lumineux, on va monter la sensibilité du capteur. Donc on va réussir à capter sa luminosité, mais en même temps on va aussi capter beaucoup de bruit parasite. Donc l'avantage de ça, c'est que comme on capte plus facilement la lumière, on fait des temps de pause plus courts, mais on a plus de bruit. Donc on va faire plus de photos pour les empiler. Joseph. Ouais. Tu leur dis qu'avec ta caméra et avec ce que tu fais là, avec l'ASIR, on n'a pas d'offset. L'offset est automatique en fonction du gain. Il n'est pas automatique, il est caché. Il est associé. Oui, ils l'ont associé de base. Il n'y a pas de réglage de l'offset, mais on utilise quand même il y a quand même un signal d'offset à corriger. Alors, comme vous n'arrêtez pas de dire des gros mots, c'est quoi l'offset? L'offset, en fait, c'est le bruit de lecture du capteur. Parce qu'en fait, un capteur numérique, c'est composé de petites cellules qui vont capter les photons et qui vont emmagasiner des électrons. Et ils vont chaque pixel, en fait, qui est un capteur à part entière, va accumuler de plus en plus d'électrons. Et au moment où c'est que tu vas faire la lecture de ton capteur, tu vas décharger tous ces électrons et tu vas lire la valeur, entre guillemets, le nombre d'électrons que tu as par pixel. Et en faisant cette manip-là, le capteur est obligé de créer un signal supplémentaire qu'on appelle le signal d'offset qui vient s'ajouter à l'image. Avec les capteurs récents, il est très très peu présent. Il est même négligeable, on n'est pas obligé de les faire. Mais pour faire une correction d'offset, c'est tellement rapide qu'on le fait et ça améliore un peu l'image, même si c'est très peu perceptible en fait. Parce que pour faire une image correctrice en offset, il faut prendre le temps de pause minimum qui est possible dans le capteur. Donc, je ne sais plus combien c'est de l'ordre de 1/4 millième de seconde. Et avec le capteur bouché et avec juste le même gain que la photo. Donc, on se met au même gain et on peut faire 40 photos en 2 secondes et c'est réglé. Les dark, ça a quelle utilité? Ça permet de corriger le bruit thermique du capteur. C'est-à-dire ça va créer une cartographie des différences de température au niveau du capteur. Et tous les pixels qui sont plus chauds que les autres ont tendance à avoir un bruit thermique plus important. Donc en fait, en créant cette cartographie-là, on peut la corriger
et du coup avoir une homogénéité au niveau de entre guillemets la température du capteur global. Et donc pas avoir un effet de amp glow, souvent on appelle ça comme ça, qui est bien souvent sur les capteurs thermorégulés, le bord du capteur, comme il est il est plus éloigné du module peltier, qui est légèrement plus chaud. Donc en fait ça fait des zones qui sont un peu plus éclairées. Mais c'est pas de la lumière, c'est du bruit thermique. Joseph, une question basique. Oui. Tu peux nous lister de façon basique tous les paramètres qu'il faut prendre en compte? C'est-à-dire dans quel contexte? Quels paramètres? Pour pouvoir donc régler et mettre en place tout en matos pour pouvoir prendre une image. En partant du début, les paramètres à prendre en compte, c'est déjà premièrement mettre sa monture de niveau. Après, équilibrer sa monture sur les deux axes. Après, faire son alignement polaire. Après, une fois qu'on a fait l'alignement polaire, c'est de faire le réglage du go-to. Donc que l'électronique sache exactement vers quel endroit du ciel pointe le télescope. Donc maintenant, ce qui est bien, par exemple, avec l'ASIR, c'est qu'il y a des systèmes de plate solving, où c'est qu'on prend une photo et il mouline tout seul pour savoir exactement à quel endroit il est dans le ciel. Faut aussi gérer la mise au point du télescope. Donc après, une fois qu'on a fait tout ça, on va chercher son astre, on va se mettre dessus et on va lancer l'autoguidage. Donc il faut faire la calibration de l'autoguidage et le lancer tout simplement. Vérifier que les actions sur chaque axe ne soient pas trop puissants ou trop peu puissants pour éviter d'avoir un effet de un effet de pompage au niveau des courbes, qu'il n'essaye pas de trop corriger et que la courbe devienne divergente au lieu de rester convergente. Après, une fois qu'on a fait tout ça, il faut estimer la luminosité de son astre et de la capacité de collecte de photons de son instrument. Bon, ça, on le fait qu'une fois et après, on sait combien c'est, pour savoir combien de temps on va avoir d'exposition par photo. Donc, si on a un instrument qui a F sur D, par exemple 4, on va avoir besoin de beaucoup moins de temps par pose que si c'est un capteur qui a un instrument qui a F sur D 7 par exemple. Joseph, si tu fais trop longtemps ton exposition, tu vas remplir tes photosites, ils vont déborder et tu vas dépasser à la place des étoiles. C'est ça. Voilà. Après, c'est la première des choses à faire, parce qu'ils ne pourront jamais faire de la photo, c'est mettre l'instrument en température 2h20. On a du mal à t'entendre, Christian, il y a du bruit parasite. Je disais, première des choses, c'est mettre son instrument en température 2h20. Ah oui, très juste. Sans avoir un instrument sans avoir son instrument à température de l'extérieur, on va créer des aberrations au niveau de l'optique. Donc il faut le chambrer, quoi. Voilà. Et après, une fois qu'on a déterminé le temps de pause, le gain, et on peut commencer à faire nos prises de vue. Une fois qu'on a fait les prises de vue, sachant qu'il faut faire 3 types de prises de vue différentes, donc pour chaque filtre on va utiliser. Donc si on fait du SHO, il faut avec le filtre H-alpha, S2 et O3. Si on fait du LRVB, c'est le filtre de luminance, de rouge, de vert et de bleu. Donc ça fait 4 séries de photos. Sachant que pour la colorimétrie de l'image, on va faire des images en ce qu'on appelle en bin 2. Donc qui ont une résolution 4 fois moindre que l'image principale, mais qui va capter 4 fois plus de lumière, parce qu'en fait on va faire travailler les pixels 4 par 4, les faire travailler en solitaire. Donc on aura une surface 4 fois plus grande qu'un pixel
pour capter de la lumière, donc on va capter 4 fois plus de lumière, mais l'image du coup avoir une résolution 4 fois moins grande. Mais ça c'est pas trop, parce qu'en fait la colorimétrie on va l'utiliser juste pour coloriser, on n'a pas vraiment besoin de détails, et c'est tout le détail de la nébuleuse, on va l'avoir dans ce qu'on appelle la couche de luminance, qui est soit avec un filtre de luminance, un filtre blanc, ou avec la couche H-alpha dans le cas du SHO. Et après, une fois qu'on a toutes nos prises de vue, il nous faut les images de correction, donc les darks, les offsets et les flats. Sachant que les flats, on les fait avec une boîte à flats ou alors sur le fond de ciel. Donc en fait, il faut avoir une surface qui est parfaitement éclairée de façon uniforme. Et on va pointer le télescope dessus, et ça permet de corriger les défauts de l'optique, donc principalement le vignettage, et défaire éventuellement des poussières au niveau dans le schéma optique, qui pourraient créer des taches plus sombres sur l'image. Et ça permet de corriger ça. Donc revenons à... Pour ton flat, il va prendre le nombre d'adus du point qui est sale. Il va regarder combien il est. Ensuite, il va regarder autour, là où il n'y a pas de lumière, là où il n'y a pas de taches, à combien ils sont. Et il va enlever la différence au même photosite quand il fera la photo. On peut préciser que les flats peuvent se faire avant ou après, et on peut se faire une réserve de flats. On peut se faire une réserve de flats, mais après, c'est conseillé plutôt de les refaire chaque fois, parce que, en fait, si ton matériel, une fois que tu fais tes flats, tu ranges pas ton matériel et que tu le laisses tel quel, tu peux conserver tes flats. Mais si tu le démontes et que notamment tu démontes le capteur du télescope, la prochaine fois que tu vas le monter, tu auras toujours, as de fortes chances d'avoir une légère rotation du capteur par rapport à la dernière fois. Donc tes flats ne seront plus d'aussi bonne qualité. Et deuxième cas, c'est que tu peux avoir des poussières qui peuvent se mettre entre-temps quand tu démontes ton capteur. Donc tu peux avoir des poussières qui vont être dans des positions différentes. Donc c'est important de les refaire à chaque fois. Ok, mais par contre, il n'y a pas des conditions de température et de durée de prise. Les flats peuvent se faire en un temps très court, je crois. Oui, t'as pas de... En fait, le temps de pause du flat va être géré uniquement par luminosité. Parce qu'en fait, tu vas prendre ton histogramme. Il faut que ton histogramme de prise de vue, il soit à peu près à 2/3 en partant de la gauche. Donc pour avoir une image qui est blanche, mais qui n'est pas saturée. Et puis à la même mise au point. Hein. Ah oui. Eh oui, si tu n'as pas la mise au point que la prise de l'image, tu risques de ne pas voir tes poussières. De toute façon, il faudra que tu fasses des flats pour le L, pour le R, pour le V, pour le B, pour le S, pour le H, pour le O. Il faut faire des flats pour chaque filtre. Oui, parce que si tu as des poussières différentes sur chaque filtre, il faut pouvoir les corriger. Voilà. Mais les flats, si tu es en couleur, avec une caméra couleur, tu les fais que sur les 3 couleurs de base. Eh bien, si c'est une caméra couleur, tu fais une série de flats. En blanc, ok. Moi, j'en ai profité pour mettre justement ici les 10 dark, les 20 flats et les 40 offsets. Donc j'ai été les récupérer à chaque fois dans les dossiers que je les avais rangés sur le PC. Donc là, on coche toutes les images. On fait calculer les décalages. Donc là, le logiciel, même si ça a déjà été fait, mais on va le refaire, il va commencer à analyser un peu toutes les images et il va leur attribuer un score. Donc sachant que plus le score est haut, plus l'image est de bonne qualité. Et il va nous donner pas mal d'informations, notamment sur les images, sur le nombre d'étoiles détectées, sur le pourcentage de luminosité du fond de ciel, et sur la FWHM, donc c'est-à-dire la taille apparente des étoiles. Donc plus Christian, j'ai un doute, c'est plus la FWHM est petite, plus l'étoile moins elle prend de place sur le capteur, c'est ça? Voilà, au plus elle est fine, au plus la FWHM elle sera réduite, au mieux ça sera. C'est ça.
Donc, sachant que, notamment avec la FWHM, on va voir les défauts de guidage. Parce que si on a des défauts de guidage, les étoiles vont s'étirer et vont se déformer. Donc, elles vont prendre plus de place sur le capteur. Voilà. Et ça, vous le voyez quand vous faites, que ce soit avec PHD2 ou avec l'ASIR Pro ou l'ASIR V1, vous avez un petit rectangle avec dedans comme un pic rouge. Hein, une courbe qui monte, qui fait un pic et qui redescend. Il y a deux informations. Il y a la WHM et un point à côté. Eh bien, le chiffre de la WHM, au plus il est stable et au plus il est petit, au plus la mise au point a été bonne et l'étoile est bonne. Et donc, une fois qu'on a toutes les informations là, ce qui est intéressant avec ces informations-là, c'est justement on peut trier les photos. Donc, celle-là que je vois qu'il y a un score très très bas, je peux aller la vérifier. Et si je reprends une étoile par ici, par exemple, je vois qu'elle est légèrement déformée. Et je peux voir que justement la FWHM elle est plutôt haute, que j'ai un fond de ciel qui est très sombre. Donc ça a dû être une photo qui était en fin de série, où c'est que j'ai dû commencer à avoir un peu de buée sur le miroir. Parce que comme le fond de ciel est beaucoup moins éclairé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de signal. En plus, les étoiles sont un peu plus étalées. Donc ça, c'est le type de photo qu'on va pas prendre, qu'on va retirer en fait de l'empilement, parce que il faut prendre les meilleures photos qu'on va compiler pour avoir la meilleure image possible à la sortie. Donc normalement, on fait le tri sur chaque photo. Bon, on va terminer le tri cette fois-ci parce que on va gagner du temps en fait. Flat et on va faire empiler les images cochées. Donc là, je vérifie que j'ai pas mis le drizzle x2, comme je suis en H-alpha, donc je suis en bin 1. Donc il faut retirer le drizzle x2. Le drizzle x2, en fait, ça permet de repasser sur la même résolution que du bin 1, alors qu'on a fait une photo en bin 2. Il va interpoler des pixels supplémentaires entre chaque pixel, en fait, pour retourner sur la résolution de base. Mais du coup, les détails sont plus grossiers, mais on a la bonne résolution. Et comme c'est juste pour les images couleurs, on s'en fout d'avoir du détail. Donc là, c'est la H-alpha. On n'a pas besoin du drizzle. Moi, ça c'est purement personnel, parce que sur les tests que j'ai fait, je trouvais que ça rendait mieux. J'utilise toujours du kappa sigma clipping. Pour les darks, c'est juste le kappa sigma clipping médian. Pour les flats et les offsets, pareil. Et c'est là que j'ai eu les meilleurs résultats quand j'avais fait mes tests. Donc après, je suis resté sur ces réglages-là. J'ai pas cherché à aller plus loin sur le trifouillage des réglages. Et après, on le laisse mouliner tranquillement. Il va compiler tout ça. Il va nous sortir une image au format TIFF. Donc là, l'image a été calculée. Donc ici, on a l'histogramme de l'image. Et là, je sais plus où il était initialement, il était ici. Et là, le but du jeu, c'est de l'éclaircir un petit peu. Donc je vais décaler la courbe un peu plus vers la droite et je vais faire appliquer. Donc je vais éclaircir l'image et commencer à révéler un peu tous les détails de la couche H-alpha. Une fois qu'on a fait ça... Joseph, prends 2 minutes pour expliquer ta courbe, parce que c'est important ça. Et l'histo, etc. Donc un histogramme, c'est tout simplement une courbe qui liste le nombre de pixels en hauteur, et sur l'horizontale, il liste la luminosité des pixels. Donc plus un pixel est sombre, plus il va être à gauche, plus un pixel est clair, plus il va être à droite. Donc là, le truc que je fais en déplaçant toute la courbe à droite ou à gauche, en fait, je déplace entre guillemets la gamme de luminosité des pixels. Donc je vais garder la même différence de luminosité entre le pixel le plus sombre de l'image et le pixel le plus lumineux, mais je vais tout rééclaircir globalement. Donc en fait, c'est comme si j'augmentais juste sur une photo classique, c'est comme si j'augmentais l'exposition en fait. Si je peux faire le parallèle, même si c'est pas exactement ça, ça donne une bonne idée de la chose. En fait, ta photo, c'est le pic. C'est ça. Ça, c'est tous les pixels de ma photo. Voilà. Et le gabarit, ce qu'il y a autour, ça part de zéro, ça monte en luminance, ça fait comme une espèce d'exponentielle jusqu'à la saturation. Et c'est le gabarit, ça. C'est ça. Hein, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est plus... cette courbe-là, je me suis toujours demandé à quoi elle servait. Parce qu'en fait, c'est de ici à ici. En fait, c'est ici, tu as ton pixel le plus noir. Donc, tu as le noir absolu. Ici, tu as la saturation. C'est-à-dire que ta photo, elle est cramée.
Tu as le blanc, mais tu n'as plus d'informations, c'est du blanc pur. Oui, non, mais Et- c'est la progression, c'est comme une échelle des grilles alors. C'est ça, en fait, c'est ici, tu as ton échelle de gris. Donc là, tu as le plus sombre, là, tu as le plus clair. Donc Ok. là, tous les pixels de mon image, qui sont très proches en soi, au niveau intensité lumineuse, je vais les décaler un peu plus vers le clair pour pouvoir qu'on puisse voir quelque chose. D'ailleurs, en les décalant, on va le voir, non? Si tu les décales, les pixels de ta Si je les décale, mettons par ici, voilà. On voit bien, et que je fais on voit appliquer, bien qu'on sature. et là, en fait, je sature complètement l'image. On a Ok. encore des détails parce que j'ai pas encore cramé les blancs, mais on voit que c'est très très saturé. Et inversement, si je les déplace, vraiment côté sombre, que je fais appliquer, on a quasiment plus rien. On a tout qui est très très noir. On n'a plus que les points les plus lumineux qui sont visibles. Ah ouais, c'est bien visible. Après, ce qui est bien avec cette courbe-là, c'est que ça permet de donner une indication de position pour être sur le bon réglage. Je sais que c'est sur le début de la courbe le bon réglage. Et après, de toute façon, c'est juste pour déjà éclaircir l'image et après le reste du traitement sera fait sur Photoshop. Et quand tu fais appliquer, ça veut dire que tu valides ton réglage. C'est ça. Je valide mon réglage et après, il calcule toutes les parties de l'image au fur et à mesure et les affiche au fur et à mesure en fait. C'est pour ça qu'on voit les carrés apparaître Il y a deux méthodes où on utilise juste le niveau RGBK qui vient d'expliquer, ou ensuite on peut commencer déjà un petit pré-traitement en allant dans la luminance. Ouais. Mais il vaut mieux, moi je préfère juste comme il a fait là, faire le RGB, comme il vient de faire, et ensuite faire les niveaux et les courbes avec Photoshop. Oui, c'est beaucoup plus efficace sur Photoshop, l'algorithme est beaucoup plus travaillé. C'est pour leur dire qu'il y avait encore deux trucs là ici. Ouais. Donc une fois qu'on a cette image-là, on l'enregistre. Bon, moi j'ai déjà enregistré version traitée où c'est que j'avais trié les photos et que je l'avais fait à l'époque, donc je l'ai déjà enregistré. Et après, on va faire pareil, mais avec les autres couches. Donc c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que quand on fait empiler les images ici, il faut activer le Drizzle x2. Comme les couches en O3 et S2 ont été faites en bin 2, il faut juste penser à activer cette option-là pour avoir la même résolution sur toutes les images. Sinon, on ne pourra pas les empiler pour refaire les couleurs. Ouais, dis-leur pourquoi tu le fais en bin 2. En bin 2, en fait, ça permet de capter plus de lumière, puisqu'en fait, on va utiliser 4 pixels physiques du capteur, donc une surface qui est 4 fois plus grande qu'un pixel physique, qui va collecter de la lumière pour créer un seul pixel numérique. Donc, pour un pixel numérique, du coup, on va capter 4 fois plus de lumière. Et on fait ça notamment pour les couches couleurs, parce qu'en fait, comme on utilise des filtres qui sont en bande étroite, quand on fait du RVB, on ne récupère qu'un tiers du spectre lumineux par rapport à la couche de luminance. Donc on va utiliser du bin 2 pour capter 4 fois plus de lumière, pour avoir à peu près la même luminosité que la couche de luminance. Et donc faire un même temps de pause que la couche de luminance. Pour le SHO, la différence, c'est que là, on a la même taille de bande passante que le H-alpha, mais le H-alpha est largement majoritaire dans les nébuleuses. Et le S2 et le O3 est tellement minoritaire qu'on est obligé d'utiliser du bin 2 aussi pour essayer de capter le maximum de signal possible. Sinon, si on ne ferait pas du bin 2, on serait obligé de faire des temps de pause. Si on fait 10 minutes pour l'H-alpha, on serait obligé de faire un temps de pause de 20 ou 30 minutes pour 2 ou 3 pour avoir le même signal obtenu. Mais tu ne perds pas dans la résolution quand tu es en bin 2 ? Si, tu perds de la résolution, c'est pour ça que dans l'empilage, on utilise le Drizzle x2, ce qui permet de récupérer la résolution. L'inconvénient, c'est que tu as des détails qui sont pourris, pour dire ce qui est, mais comme c'est uniquement pour coloriser l'image, tu t'en fous. Parce que tous les détails, en fait, je vais les récupérer sur la couche de luminance. Ce que je vais montrer juste après sur Photoshop. Ça dépend vraiment de la nébuleuse, mais dans la majorité des cas, le SHO est préféré, en fait, pour la simple et bonne raison que ça te permet de t'isoler énormément de la pollution lumineuse. Parce que comme tu as un filtre en bande très étroite qui va laisser passer que la luminosité de l'astre, donc que le H-alpha, tu vas avoir un niveau de détail et une précision qui sera largement supérieur
à un filtre de luminance classique pour la nébuleuse. Deuxième avantage de faire du SHO, c'est que c'est plus joli. Parce qu'en fait, sur la plupart des nébuleuses, si tu les regardes en RVB, elles sont juste rouges, avec peut-être des petites nuances qui vont tirer un peu plus sur le rose. Des fois, tu auras un petit peu de bleu, mais c'est très léger. Et alors qu'en SHO, tu vas pouvoir tirer beaucoup plus de couleurs, comme tu vas isoler les parties qui sont oxygénées, même si elles sont très peu présentes, et les parties soufrées. Donc tu vas pouvoir faire ressortir du cuivré et du bleu. Donc le rendu visuel, il est à mon sens beaucoup plus esthétique. Il n'y a que pour les galaxies qu'on utilise le RVB. Et pour certaines nébuleuses, cas particulier, je pense notamment à la nébuleuse du sapin de Noël. Je la trouve beaucoup plus belle en RVB qu'en SHO. La tête de cheval, si tu la fais en SHO, tu vas juste la passer en couleur cuivrée, parce qu'elle a quasiment pas d'oxygène. Donc en plus, le deuxième inconvénient, c'est que la petite nébuleuse qui est juste en dessous, qui est une nébuleuse par réflexion, tu vas pas réussir à la capter. Donc tu auras juste la tête de cheval et la flamme, et tu n'auras pas. Donc la petite nébuleuse qui est en dessous. Une fois qu'on a tout mouliné tout ça, on a la photo en H-alpha, donc celle-ci, la photo en O3 et la photo en S2. Donc ces trois photos-là, on va les envoyer dans Photoshop. Vous avez vu que la SO2, il n'y a presque rien. Hein? Ouais, il n'y a quasiment rien sur la S2. Il y a très très peu de signal. Il y en a un petit peu ici sur le bord. Ouais, j'ai fait 5 photos en O3, 5 photos en S2. Donc j'ai passé 50 minutes sur la couche O3, 50 minutes sur la couche S2. Et tout le reste du temps, des 6h10 de pause totale, je l'ai fait en H-alpha. Plus les darks, plus les offsets, plus les flats et compagnie. C'est ça. Il ne faut pas oublier que les darks, ils sont du même temps pour le H-alpha. Donc il faut que tu en fasses bien une vingtaine pour être tranquille. C'est ça. Donc là, maintenant, on va lancer Photoshop. Donc du coup, nous voilà dans Photoshop, le fameux. Donc là, le but du jeu, c'est le premier truc à faire. On va dans Images, on va dans Mode et on passe de suite en RVB. Comme l'image, elle a été enregistrée en noir et blanc, comme c'est un capteur monochrome. Une fois qu'on est en mode RVB, on va récupérer les deux autres couches. Donc la couche O3. Donc je fais CTRL A, CTRL C pour tout sélectionner et la copier. Je colle le tout sur l'image du H-alpha et je fais pareil sur le S2. Donc ces deux-là, on n'en a plus besoin, on peut les retirer. Hop. Donc là, j'ai mes trois images. Donc là, c'est le S2, là, c'est le O3, et là, c'est le H-alpha. Donc le H-alpha, là, il est en arrière-plan, donc on va le dupliquer pour pouvoir le manipuler comme on veut. Hop, ici. Donc lui, on va pouvoir le renommer H-alpha. Va doucement là, hein, qu'il puisse noter là. Hein. Ouais. Lui, on va le renommer O3. Et lui, on va le renommer S2. Donc là, le principal problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a les images qui sont légèrement décalées à cause de la dérive de l'instrument et principalement aussi à cause du dithering de l'autoguidage qui va décaler légèrement la caméra entre chaque photo. Donc si on regarde, on a un léger décalage entre les différentes couches qu'il va falloir corriger et pour pouvoir les empiler comme il faut. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me base toujours sur le H-alpha pour faire l'alignement des étoiles. Donc je vais cacher le O3, je vais afficher le S2 et le H-alpha. Donc j'ai les deux affichés et le S2 qui est au-dessus, je vais le passer en incrustation. Donc le but de ça, c'est que ça me permet d'avoir les deux images simultanément affichées. Donc si on regarde et qu'on zoome un petit peu dans un des coins de l'image, donc ici, on voit une des deux couches et on voit la deuxième ici. Donc le but du jeu, c'est de superposer les étoiles de façon la plus propre possible. Donc on va utiliser l'outil pour déplacer l'image et on va utiliser les touches directionnelles pour au fur et à mesure décaler les images pour les superposer. C'est ça. Donc une fois que j'ai fait un premier empilage, ce que je fais, c'est je repasse l'image en normal
et je regarde si c'est bien empilé ou pas. Là, je vois que j'ai encore un petit décalage. Donc, je vais repasser sur la couche H2 et je vais la décaler de 1 pixel à droite, 1 pixel en bas. Et je recontrôle. Et là, je vois que je suis bien empilé. Une fois que j'ai fait ça, ce que j'ai fait, c'est là, je me suis empilé exprès sur des étoiles qui sont en haut à droite de l'image. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout en bas à gauche, à l'opposé de l'image. Je vais zoomer aussi et je vais vérifier que mes étoiles sont toujours empilées. Elles sont toujours empilées, donc c'est bon. Parce que cette manip-là, elle permet de corriger une éventuelle rotation de champ. Donc si j'ai une rotation de champ au cours de la nuit, les étoiles ici ne seront pas empilées et il va falloir que je tourne l'image, une image par rapport à l'autre pour pouvoir les réempiler. Donc si c'est le cas, en fait, ce qu'il faut faire, et on se remet tout en haut à droite, on va dans Édition, Transformation manuelle. Ici, on a un petit carré qui nous indique le centre de rotation de l'image. Donc je vais cliquer ici tout en haut à gauche pour pouvoir le récupérer. Hop, ça on va le retirer, ça sert à rien. Il va se mettre ici. Donc je vais le récupérer et je vais le mettre sur une étoile que j'ai centrée. Donc ici. Et après je vais aller à l'autre bout de l'image. Donc tout en bas à gauche. Et ici je vais pouvoir gérer. Hop. Ici on va se mettre en incrustation pour pouvoir voir les deux. Mince. Incrustation. Et ici je vais pouvoir faire tourner mon image. Donc si mettons j'aurais été dans ce cas-là, hop, j'aurais pu rattraper au fur et à mesure pour empiler les étoiles parfaitement. Hop. Pourquoi tu aurais une rotation de champ? C'est une mauvaise mise en station? Voilà. C'est principalement la cause, c'est une mauvaise mise en station. Après, le deuxième cas possible, c'est le retournement de méridien. Oui, parce que tu arrives au méridien et le télescope, il refait le tour, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, c'est quand tu as le retournement de méridien, c'est tu as une rotation de base de 180 degrés. Donc ça, c'est facile à corriger, juste de la photo, tu la retournes en fait. Tu fais faire une rotation de 180 degrés. Mais tu as toujours eu un petit delta en plus de 1 degré, 1 demi-degré, dû au jeu de la monture. Ah oui. Donc quand tu as un retournement de méridien, tu as toujours, si tu as ton retournement de méridien après avoir fait TH alpha ou inversement, quand tu passes d'un filtre à l'autre, tu auras forcément un petit décalage, une petite rotation de champ. Donc une fois que le S2 est fait, on fait même opération pour le O3. Donc on va sur le O3, on le met en incrustation. On va tout en haut à droite. Donc ici, même opération. Hop. On se remet en normal. On vérifie. Donc là, je suis un peu trop à droite. Donc on va se décaler d'un pixel à gauche. Pouf. Là, je suis un peu trop à gauche. Donc je pense qu'on va rester comme ça. On n'aura pas mieux. Pareil, on vérifie tout en bas à gauche s'il n'y a pas eu de rotation. Il n'y a pas eu de rotation, donc on est bon. Donc maintenant que mes 3 couches sont alignées, le but du jeu c'est d'avoir le même niveau d'intensité lumineuse dans le fond de ciel. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre l'outil pipette ici, on va se mettre dans un endroit qu'on sait qui est noir du fond de ciel, donc par exemple ici, et on va regarder les informations. Là, on est à 58 de luminosité de fond de ciel. Donc sachant que sur le résultat final, il faut arriver entre 20 et 30. C'est donc généralement moi je me mets à 25. Donc là on voit que le fond de ciel est trop lumineux. Donc ce qu'on va faire image, réglage, niveau. Hop. Donc ça fait apparaître cette image là. On clique avec la pipette. Donc là à l'endroit où c'est que je suis à 66. Et on va écrêter côté pixel sombre. Ah, par contre, hop, voilà, c'est mieux si j'affiche la bonne. Image, réglage, niveau. Donc en se mettant ici, je suis à 64 et on va écrêter du côté
des pixels sombres. Donc on va se mettre jusqu'au ras de la courbe. Faut Là, on faire va regarder à combien on est. une étoile. Hein. De quoi? Je dis, il faut faire attention de ne pas pointer une étoile. Hein. Ah oui, faut se mettre. Après aussi, il y a un réglage ici qui permet en fait de sélectionner une moyenne sur 5 pixels. Au lieu sur une zone de 5 x 5 pixels. Donc de prendre en compte 25 pixels au lieu d'en prendre qu'un seul. Moi, j'ai mis en 5 x 5 parce que ça permet d'être suffisamment précis, mais d'avoir quand même une moyenne. Parce qu'après, faire plus, on est obligé de prendre des étoiles en compte. Faire moins, on n'a pas la moyenne. Donc 5 par 5, moi je trouve que c'est un bon compromis. Donc bien se mettre sur un endroit sombre. Donc là, je vois qu'en écrétant côté gauche, je suis à 20. Donc il faut que j'éclaircisse un tout petit peu pour monter à 25. Donc là, je suis à 24. Avec les flèches directionnelles, on peut monter doucement. Hop, 25. Après, on fait la même opération avec le S2 au-dessus. Donc pareil, image, réglage, niveau. Donc là, pareil. Par contre, chose importante, c'est toujours se mettre sur les mêmes points de référence entre chaque image. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai pris ma référence par ici, donc je vais me remettre à cet endroit-là. Si je me mets par exemple ici, là on a vu tout à l'heure, ici j'étais à 25, mais là j'étais à 22. Donc si je me mets ici, que ici je me mets à 25, j'aurais pas du noir en fond de ciel, j'aurais une couleur un peu bizarre. Donc toujours se mettre au même endroit. Donc là, je vais me remettre au même endroit. Je suis à 58. Donc pareil, on écrète côté gauche jusqu'au ras de la courbe. Et on éclaircit en tirant le curseur vers la gauche pour arriver à 25. Donc ici aussi, j'ai oublié d'en parler, mais c'est le même principe que l'histogramme qu'on a vu sur DSS. C'est-à-dire là, ici, en fait, on fait avec ce curseur-là, c'est comme si on faisait bouger la courbe comme dans DSS. Et ces deux curseurs-là, assombrir le fond de ciel en écrétant de ce côté gauche-là et supprimer tout ce qui peut être, diminuer l'importance du bruit dans l'image. Et on va éclaircir avec ce curseur-là pour éclaircir toute l'image de façon homogène. Parce que si on écrète côté lumineux ici, on va cramer nos étoiles en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on va équilibrer la couche H-alpha. La particularité de la couche H-alpha, c'est qu'elle a beaucoup de signal par rapport aux deux autres couches. C'est-à-dire ici, on a juste un peu de signal de la nébuleuse au centre. Ici, on a un peu partout, mais qui est très ténu. Donc en fait, pour ne pas avoir trop une prédominance du H-alpha, ce qu'on va faire, c'est au lieu de décréter l'image, donc là, en ouvrant les niveaux, comme là, elle va être trop lumineuse, donc si je me mets ici, elle doit être à 41, au lieu de décréter ici, qui va amplifier la luminosité de l'étoile, enfin de la nébuleuse, pardon, je vais directement en fait diminuer la luminosité globale avec le curseur du milieu, pour tomber à 25. Ça, c'est pour éviter pour diminuer l'écart de luminosité qu'on peut avoir entre le H-alpha et justement le O3 et le S2. Et du coup, là, ce qu'on obtient, c'est on a nos trois images. Et là, le but du jeu, c'est de créer les couleurs de notre nébuleuse. Donc, comme c'est du SHO, on le met dans l'ordre du SHO. Donc, le soufre en premier, l'hydrogène au milieu et l'oxygène tout en bas. Non, c'est l'inverse. C'est hop, tac. Le soufre tout en bas, l'hydrogène et l'oxygène tout en haut. Après, là, on va créer ce qu'on appelle des masques de teint de saturation. Donc, entre chaque calque. Hop. Et sur chaque calque, on va créer un masque d'écrêtage. Pour qu'en fait, tous les paramètres qu'on va assigner ici, ça s'applique uniquement au calque qui est juste en dessous. Donc, c'est-à-dire tous les réglages que je vais faire avec ce masque-là vont s'appliquer uniquement sur le soufre. Si je ne fais pas cette procédure-là, ce teint de saturation-là va agir sur le H-alpha, mais aussi sur le soufre, alors qu'il est censé agir que sur le soufre. Excuse-moi, tu ne peux pas répéter, s'il te plaît, pour les calques, là, parce que je n'ai pas trop... En fait, là, on place les calques dans la position du SHO. Donc, tout simplement, le rouge tout en bas, ouais. Le vert au milieu et l'oxygène tout en haut. Donc, le soufre va être rouge, donc on le met tout en bas. Le H-alpha va être vert, du coup, on le met au milieu. Et l'oxygène va être bleu, donc on le met tout en haut. Okay.
Après, on crée ce Ça, qu'on c'est un appelle choix arbitraire, ça, non? Les couleurs que tu viens de déterminer, là. C'est un choix arbitraire? le arbitraire, en fait, c'est l'hydrogène qu'on décide de déterminer en vert alors qu'il est rouge, naturellement, Oui. pour en fait l'utiliser comme fond colorimétrique de l'image. Et l'oxygène, normalement, c'est vert? L'oxygène, c'est bleu turquoise. Mais c'est toi qui choisis, hein. C'est suivant les goûts aux couleurs. Tu peux faire du SHO, tu peux faire du HSO, tu peux faire du HOO. C'est toi Oui. qui veux. C'est bien ce que je disais, c'est arbitraire. Tu vas choisir, tu vas attribuer à chaque Photo. image, chaque photo, des trois, là. Oui, donc, c'est arbitraire, mais ce que je te attribuer disais, une Max. couleur, tu vas attribuer une couleur, voilà, non? Oui, c'est ça, c'est arbitraire, mais Max, ce que je t'expliquais, c'est qu'en fait, pourquoi on utilise ces couleurs-là? Oui, Parce ok. qu'en fait, l'hydrogène, comme il est majoritaire, si on le mettait rouge, c'est le cas qu'on fait, par exemple, quand on fait du HOO, ben, en fait, on aurait une image qui serait toute rouge. Trop rouge, Ouais, oui. trop rouge. On d'accord. n'aurait que du rouge, en fait. Ouais. L'oxygène ne serait pas visible, donc c'est pas Mhm. intéressant. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est... Tu équilibres, tu mets les couleurs pour équilibrer ton image, en fait. C'est ça, Oui. parce qu'en fait, l'hydrogène, on le met en vert, parce qu'en fait, c'est le milieu du spectre, tout simplement. Et le soufre, qui est du coup rouge, en combinaison avec le vert, il va ressortir cuivré. Et l'oxygène qu'on détermine en bleu foncé, le bleu roi, en fait, va tirer sur le bleu turquoise. Donc la couleur qui se rapproche le plus de l'oxygène. Et ça te permet en fait d'avoir vraiment un fond colorimétrique pour avoir tes deux autres couleurs qui ressortent. Ah oui, c'est intéressant. Alors, pour tes calques, tu fais quoi? Tu appuies dessus et tu fais. Je clique sur chacun des calques. Et tu fais décréter. Et je fais créer un masque d'écrétage. Ah, créer un masque. Voilà, ici. Donc là, c'est une rose de l'annuler, comme j'ai déjà fait. Ouais. Et en fait, cette option-là, ça permet d'appliquer tous les réglages de ce calque de teinte de saturation vont s'appliquer uniquement sur le calque qui est en dessous de lui, et pas sur tous les calques. Et sur le premier, donc lui, hop, on fait coloriser. Donc on veut qu'il soit rouge. Donc le rouge, il est là, donc il est à 0. On le sature à fond. Et chose intéressante, on va diminuer la luminosité du calque de 50%. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que pour empiler les couleurs, enfin les 3 couches différentes, je vais utiliser un système de l'option éclaircir. Et comme on va éclaircir les images entre elles en les empilant, on va gagner en luminosité. Donc pour compenser ce gain en luminosité, je diminue la luminosité de chaque calque sur la teinte de saturation. Donc là, on colorise aussi. C'est le H-alpha, du coup, il va être vert. Donc le vert, il est à 120. La saturation, pareil, à 100%. Et moins 50 sur la luminosité. Pour l'oxygène, même opération, mais on va être à 240 ici pour avoir du bleu. Luminosité. Non, là c'est saturation à 100% et luminosité moins 50. Une fois qu'on a ça, il n'y a plus qu'à passer le H-alpha et l'oxygène en mode éclaircir. En mode éclaircir. Éclaircir. Et là, on commence à apercevoir les couleurs. On commence à les apercevoir, mais l'image reste très verte parce que justement, le H-alpha est très majoritaire encore. Donc là, le but du jeu, c'est de faire ressortir les autres couleurs et diminuer le côté vert de l'image. Donc là, j'ai ma couche couleur. Donc je vais prendre mes 6 calques qui déterminent la couche couleur actuellement. Hop, ici, on vérifie bien que le S2, il est bien en mode normal et pas en mode éclaircir aussi. Hop, là, je sélectionne les 6. Je vais les dupliquer. Dupliquer le calque, c'est où ça déjà? Ici. Et ces 6 calques-là, je vais les fusionner directement. Donc, une fois que je les ai dupliqués, je fais fusionner les calques. Et du coup, là,
j'ai ma couche que je vais pouvoir appeler couleur. Donc pourquoi je les duplique et que je les fusionne juste après et que je les fusionne pas directement, c'est pour garder la main sur de potentielles futures modifications de l'image. Par exemple, si mettons, quand j'ai quasiment fini de traiter l'image, je vois que j'ai mal empilé une des couches, pour éviter de recommencer depuis le début, ben, j'ai déjà ma trame qui est là, j'ai juste à agir sur un des deux et pas recommencer depuis le début. D'accord. C'est pour garder l'information en fait, pour pas supprimer de l'information ou des zones de traitement. Donc une fois qu'on a ça, on va récupérer l'arrière-plan ici, qu'on va dupliquer une deuxième fois. Hop, et qui va être ma couche de luminance. Donc on va l'appeler luminance. Et on va le mettre juste sous la couche couleur. La couche couleur, on va la passer en mode couleur, qui est En bas. couleur ici. Donc là, c'est le principe du mode couleur, c'est que ça prend toute la colorimétrie de cette couche-là et qui va l'appliquer à cette couche-là qui va déterminer en fait les détails et les niveaux de luminosité de l'image. Donc ici, on a juste la luminosité de l'image et ici, on a juste la couleur qu'on va traiter différemment. Donc premier truc à faire, c'est on va aller sur la couche couleur et on va faire image, réglage, correction sélective ici, qui va nous faire apparaître cette petite fenêtre et qui va permettre justement de faire ressortir les couleurs qu'on veut. Donc le cyan qui est trop vert, donc on va choisir d'agir sur la couleur cyan, qui est beaucoup trop vert, ben on va supprimer le jaune. Donc ça va permettre de faire ressortir le bleu. Le magenta qui n'a rien à faire dans l'image et qu'on voit apparaître un petit peu ici, un petit peu là, ben on va sur le magenta et on retire le magenta complètement. Et après, on va sur le jaune, qu'on veut qu'il soit du coup cuivré. Donc on va retirer le cyan de la couleur jaune. Hop. Et on va appliquer. Donc là déjà, on voit qu'on commence doucement à avoir un peu de jaune cuivré qui va apparaître ici. On le voit un petit peu apparaître ici et on voit le bleu qui commence à apparaître là. On va retirer l'opération. Donc image, réglage, correction sélective. Le jaune, on va retirer hop, le cyan. Donc là, on voit le cuivre qui apparaît un peu plus encore. Et le cyan, hop, on va retirer le jaune. Hop, là, on va pas trop en retirer parce qu'on commence déjà à avoir à peu près la bonne couleur. Hop. Et on réitère l'opération encore une fois. Donc on va sur le jaune, on retire le cyan. Sur le cyan, on va retirer le jaune. On va retirer un petit peu, parce qu'on commence à être pas trop mal. Un peu de magenta. Non, je veux garder cette couleur-là, en fait. C'est cette couleur-là qui m'intéresse. Et après, on va retirer le dégradé vert enfin, on va pas le retirer complètement, parce que je veux pas le retirer. On va diminuer le dégradé vert juste après. Et après, pour justement retirer ce petit dégradé vert, on va prendre la couleur verte et on va retirer le jaune qui est présent dedans. Ça fait trop bleu, du coup on va plutôt retirer le cyan pour avoir un peu plus de cuivré. Donc là, ça commence à être pas trop mal. Donc là, encore une fois, je retire le cyan au jaune. Donc là, je commence à avoir une bonne couleur. J'ai encore sur le vert, je vais diminuer encore un petit peu le cyan, léger. Et sur le cyan, ouais, c'est pas trop mal comme ça. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai choisi en fait les tons principaux de couleurs que je veux avoir. Après, là, la prochaine étape, c'est justement, je vais aller sur la couche de luminance et je vais commencer à jouer sur les niveaux. Donc là, c'est pareil, j'utilise les raccourcis clavier, mais c'est image, réglage, niveau. Donc là, je vais pouvoir commencer à écrêter côté sombre.
J'utilise toujours ma pipette dans un coin sombre de l'image. Donc là, je suis à 17 et je vais pouvoir éclaircir. Là, je suis sur la couche de luminance. Donc c'est la couche qui a tous les détails en fait. Donc là, je commence à avoir un truc qui est pas déconnant au niveau luminosité. Je vais peut-être faire refaire un petit coup de niveau. Écrêter encore un tout petit peu le noir. Et voilà. Donc là, j'ai ma couche de luminance qui a le bon niveau colorimétrique, enfin le bon niveau d'intensité lumineuse dans le fond de ciel. Et maintenant, ce qui va être intéressant de faire, c'est... Hop, ça, c'est des petits plugins qui sont disponibles sur Internet gratuitement, qui s'appelle UWE Astro Tool, qui est un plugin qui est très intéressant, qui s'appelle la baisse d'intensité des étoiles. Donc en fait, ça permet de diminuer la puissance lumineuse des étoiles et en fait de regagner par l'occasion la colorimétrie des étoiles, comme elle ne sera pas noyée en fait dans l'intensité lumineuse. Et deuxième avantage à ça, ça va diminuer la présence des étoiles sur l'image. Donc on aura moins, va accaparer le regard quand on va regarder l'image. Donc ça, c'est avant, ça, c'est après. Donc en fait, on voit de suite, ça allège pas mal l'image en fait du nombre d'étoiles et de la présence des étoiles en fait. Deuxième petit outil qui est très sympa, c'est là par contre c'est appliqué sur la couche couleur, c'est la réduction des halos ici, qui en fait permettent de supprimer cet effet-là qu'on a sur les étoiles. Parce que comme on a des couches couleurs qui sont beaucoup plus comment dire, comme le O3 et le S2 sont beaucoup plus ténus dans la nébuleuse, on a besoin d'avoir une amplification plus forte sur ces couches-là. Donc le problème de ça, c'est que les étoiles sur ces couches-là sont plus grosses. Donc elles créent ici des halos lumineux autour des étoiles. Donc là, hop, lui, il faut le passer en couleur, voilà, et lui, on peut le supprimer. Donc pour voir la différence, le avant, le après. Donc là, par contre, ce que je vois, c'est que j'ai un petit peu de couleur parasite dans le fond de ciel. Donc ce que je vais faire, c'est je vais créer juste ici un masque de teinte de saturation, tout simplement. Je vais aller chercher ma couche de luminance. Je vais faire CTRL-A, CTRL-C. Et après, je vais aller sur mon teinte de saturation, donc avec Alt et clic gauche, je vais ouvrir la partie du masque du calque. Et je vais coller ma luminance ici. Je vais l'inverser, donc je fais image, réglage, je sais plus où c'est que c'est l'inversion. Je sais que c'est CTRL-I le raccourci clavier, mais inversion, il est où déjà? C'est pas réglage négatif? C'est possible. Ouais, c'est le CTRL-I. Voilà, c'est ça. Donc ça, je mets le négatif pour le masque, tout simplement parce qu'en fait, les parties noires du masque ici ne vont pas être atteintes par le réglage que je vais faire avec ce calque. Donc le but du jeu, c'est de ne pas toucher à la nébuleuse, donc d'avoir toutes ces parties-là qui soient conservées, et d'agir uniquement sur le fond de ciel. C'est pour ça qu'on le met en inverse. Après, une fois qu'on l'a mis en inverse, on va toucher les niveaux directement dessus, donc image, réglage, niveau, et on va écrêter énormément côté gauche, pour bien noircir les parties de la nébuleuse et les parties lumineuses. Et on va aussi écrêter côté droit pour avoir un fond de ciel le plus blanc possible. Et vraiment conserver juste les parties importantes de la nébuleuse. Donc une fois qu'on a ça, on peut valider. Et sur le réglage, on va prendre la saturation et on va la mettre à 0. Et ça va permettre de noircir complètement le fond de ciel, tout en gardant la couleur de la nébuleuse et de garder la couleur des étoiles aussi. Une fois qu'on a ça, là, ce que je vois, c'est que j'ai encore du vert un peu trop présent sur le bord ici.
Du coup, on va corriger ça. Donc, image, réglage, correction sélective. Et pareil, dans le vert, on va diminuer le jaune. Non, le cyan, pardon. Tac. On va diminuer un petit peu le cyan pour avoir un début de jaune. On va valider. Et après, on va faire image, réglage, correction sélective. Et sur le jaune, on va retirer le cyan. Voilà. Donc après, où c'est qu'on en est? Là, on commence à voir les bonnes couleurs qu'on veut. Ouais. On commence à voir les détails qu'on veut. Et là, le but du jeu, ça va être d'amplifier un petit peu ces détails-là pour avoir un meilleur rendu possible. Donc on va aller sur le calque de luminance, toujours. Et on va utiliser le filtre Camera Raw. Donc ce filtre-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il permet d'afficher cette chose-là, qui est en fait le traitement de base des fichiers RAW par Photoshop. Ouais. Donc il va traiter l'image comme si c'était une photo qu'on fait classique, quoi. Le principal avantage de ça, c'est qu'on a accès à deux réglages qui sont particulièrement intéressants, qui sont la clarté, qui est en fait la gestion des micro-contrastes de l'image, la texture, et la correction du bruit, qui est intéressante en complément. Je ne vais pas l'utiliser dessus, la correction du bruit, je vais l'utiliser après. Alors en premier, on va monter la clarté. Donc si on zoome à cet endroit-là, plus on va monter la clarté, hop, plus on fait ressortir toutes les petites structures de la nébuleuse. D'accord. Là, on va commencer à faire ressortir un peu les filaments. Ouais. On commence à faire ressortir toute la partie un peu sombre ici, toute cette partie-là. Donc si on veut faire le comparatif, le avant, après. Après, il faut faire attention de ne pas trop le tirer non plus. Ça fait un effet un peu too much après. Donc là, par exemple, c'est un peu trop. Je pense vers les 70, ça commence à être pas trop mal. Là, comme ça, c'est pas mal. Après, pareil sur la texture, ça permet d'amplifier justement pareil. Mais le problème du réglage de texture, ça augmente énormément le bruit. Donc, il faut l'utiliser très très peu. Et pareil, si on l'utilise trop, ça fait un effet un peu bizarre sur la fin. Donc généralement, moi je mets un petit peu de texture, mais c'est assez léger. J'en mets entre 5 et 10 grand max. Et après, on peut aller dans les détails ici et utiliser la réduction de bruit. Je ne vais pas l'utiliser dessus parce que j'ai un plugin qui permet de faire une réduction de bruit préliminaire qui est plus intéressante. Et après, je finis en complément avec celui-là. Je ne le fais pas de suite. Donc après là, je peux appliquer. Et là, de suite, on a de suite beaucoup plus de détails. Une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fini. Donc là, on vérifie que le fond du ciel, il est bon. Donc là, je suis à 23 ici. Je suis un peu sombre sur le bord ici. Du coup, je vais augmenter un peu le fond de ciel. Pareil ici, je suis un peu sombre ici. Je suis un petit peu sombre ici. Donc on va remonter un tout petit peu la luminosité. Hop. Donc très légèrement, on va se mettre ici. Là, on est à 20. Hop, on va la mettre à hop, un peu 24. Moins. 23, c'est pas mal. Comme ça, je ne suis pas trop lumineuse sur les parties un peu plus lumineuses. Hop, ce qui reste ici, là, j'ai des couleurs qui sont un petit peu... Donc les couleurs sont pas déconnants. Donc après, sur la saturation de l'image, ce qui est intéressant, c'est sur la couche couleur d'utiliser la luminosité et le contraste et de faire varier la luminosité justement de cette couche-là. Parce qu'en fait, plus elle va être lumineuse, plus je vais faire ressortir les couleurs. Donc si je veux vraiment la saturer, je peux monter à fond. Si je veux la désaturer, je peux diminuer un petit peu la luminosité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se mettre un petit peu plus haut, mais pas trop. Vers là, c'est pas trop mal. Là, j'ai le vert qui est un peu encore casse-pied, donc j'ai presque envie de refaire un petit peu de correction sélective.
Voilà. Donc ici, on a déjà fait le traitement, il nous manque le traitement du bruit. Donc il y a un très bon logiciel que Christian m'avait passé, c'est Imagenomic, qui a fait un traitement du bruit, c'est vraiment un add-on pour juste le traitement du bruit pour les images astro. Donc là, je me suis mis sur la couche couleur et je fais directement le traitement du bruit en luminance et en couleur à fond. Je ne cherche pas à comprendre. Ça va me permettre de supprimer le bruit de chrominance au maximum de l'image. Donc le bruit de chrominance, en fait, c'est dès que je vais... Hop, dès qu'en fait on zoome très sur les parties colorées. Là j'en ai pas, mais par exemple sur les jonctions ici, si on va voir des petits... Au lieu d'avoir une couleur uniforme, qui va passer du comment s'appelle, du cuivre au bleu, en passant par le vert, c'est je vais avoir des petits points cuivrés ici, des petits points bleus ici, en fait, qui vont être éparpillés, et en fait, ça va être des points cuivrés, avec du bleu qui est vraiment des pixels très définis, qui de loin donnent une impression de nuance, mais qui n'est pas continue, en fait, dès qu'on zoome dessus, en fait. Donc là, principalement, ce qui reste, c'est du bruit de luminance qu'on voit ici, en fait, tout simplement. Donc on se met sur la couche de luminance, et on va aller dans Imagenomic. Donc là, on voit, là j'ai tous les curseurs à fond, donc ça fait un effet un peu bizarre sur la nébuleuse. On perd un peu des détails et ça fait un rendu un peu... Peinture, hein. De quoi? J'ai pas entendu, Christian. Ça fait peinture aquarelle. C'est ça. Donc là, c'est le niveau, il est beaucoup trop haut. Donc là, je pense, hop, vu le niveau de bruit, moi, 40, c'est déjà un peu fort, mais c'est pas mal. Après, principalement, les endroits qui sont le plus sujets au bruit, c'est les angles de la photo. Parce que de base, il y a toujours un peu de vignettage sur la photo. Donc les bords sont un peu plus sombres. Et les flats, en les corrigeant, donc en les éclaircissant pour avoir un fond de ciel, enfin une image qui soit éclairée de façon uniforme, augmente la luminosité de façon numérique. Donc en fait, on part d'un truc sombre et on va l'éclaircir numériquement. Donc on va générer plus de bruit à ces endroits-là. Donc c'est toujours intéressant de faire un petit tour dans les angles de l'image pour justement voir le niveau de bruit à ces endroits-là. Donc là, il est vraiment pas mal. Donc on va pouvoir valider. Donc là déjà, j'ai supprimé une bonne partie du bruit. Et je vais pouvoir retourner sur mon filtre Camera Raw. Hop. Je zoome un peu fort. Et aller dans la gestion du bruit. Et là, je vais pouvoir en mettre un petit peu aussi. Et ce qui est bien en fait d'utiliser les deux, c'est comme disait Christian, si on utilise trop Imagenomic, on a des petits artefacts. Et le fait d'utiliser d'abord une Imagenomic pour conserver au maximum les détails et éviter les artefacts, tout en gardant un niveau de bruit qui peut être assez important des fois. Et après passer sur celui-là, c'est que lui, il va permettre de gommer un peu plus encore le bruit sans avoir ces artefacts-là. Et donc du coup, on a notre image qui est finie.